Mon mari m'a appelé sans prévenir pour me dire qu'il voulait divorcer. Sans hésitation, sans émotion, juste une coupure nette avec une vie que je pensais que nous partagions encore. Et puis il a dit que la seule chose que j'avais le droit de faire était de parler à son avocat. Alors j'y suis allé. Je suis entré dans cette brasserie avec le cœur brisé mais la colonne vertébrale bien droite. Et quand j'ai dit « oui, je suis sa femme », la main de l'avocat a commencé à trembler comme s'il connaissait déjà une vérité que je n'avais pas encore découverte. Je m'appelle Sibylle. Et voici le moment où tout ce que je croyais sur mon mariage s'est effondré en un souffle. Avant de partager mon histoire, je veux savoir que vous êtes ici avec moi. Dites simplement, à l'écoute, dans les commentaires ou dites-moi où vous êtes. J'adore savoir jusqu'où mon histoire voyage. Parfois, même la plus petite connexion permet à une histoire de se sentir entendue. Merci. Et maintenant, voici mon histoire. Si ma voix résonne en vous, pensez à vous abonner. Cela m'aide à continuer de raconter ces histoires. Et honnêtement, cela me rappelle que je n'affronte pas cela seul. J'avais les coudes enfoncés dans le compartiment moteur avant même que le soleil n'ait complètement griffé son chemin au-dessus des crêtes du Vercors, le froid du matin de Grenoble mordant mes poignets alors que j'essuyais le capot poli de la Tesla d'un client. Le garage sentait le métal chaud et l'huile, avec une seconde odeur plus discrète du café de la veille qui n'avait jamais tout à fait atteint l'évier. Je dis aux gens que j'aime ce travail parce qu'il manque, le poids précis d'une clé, le clic net lorsqu'un boulon se loge. Mais ce matin-là, les gestes semblaient automatiques, comme une mémoire musculaire tournant en boucle alors que quelque chose d'important devenait flou. Il avait l'habitude de me regarder comme je regarde un carburateur réparé, de manière stable, en assimilant chaque joint et chaque vis. Il m'embrassait les yeux ouverts, comme si me voir faisait partie du baiser lui-même. Ces derniers temps, il m'embrasse comme s'il lisait des instructions. Je m'appelle Sarah et voici le garage et les coteaux. J'ai bâti la réputation de cet endroit sur la méticulosité, sur le fait d'être la personne dont les mains pouvaient être dignes de confiance lorsque votre voiture avait besoin de plus qu'une simple réparation. Clément et moi avons construit notre vie sur cette obstination aussi. À l'époque où il était un petit fondateur avec plus d'idées que d'euros, et que j'étais celle qui payait le loyer et les factures tardives pendant qu'il cherchait l'adéquation produit-marché. Ce furent les années qui laissèrent leur marque partagée. Les boîtes de plats à emporter, les séances de planification sans sommeil, les meubles en kit que nous peignions nous-mêmes. Maintenant, les marques se lisent différemment. Ses vestes de costume sentent une eau de Cologne que je ne reconnais pas, son téléphone est toujours face contre terre sur le comptoir. Son calendrier se remplit de séminaires auxquels je n'ai pas été invité. Et il y a de petites choses qui s'empilent pour former un motif. Une tasse à café non lavée qu'il laisse sur le comptoir où je rince toujours, un sachet d'ourson en gélatine à moitié vide au fond de son sac que je n'ai jamais acheté, un nouveau code secret qu'il ne m'a jamais donné. Ce n'est pas tant de la jalousie qu'un effacement lent. J'ai l'habitude d'être vu. Je n'ai pas l'habitude d'être invisible dans l'endroit que j'ai aidé à créer. Une fois, au dîner, sa mère a demandé où il avait été, et Clément a dit que c'était juste une autre nuit tardive, et j'ai essayé d'en rire, mais le rire semblait mince. Cet après-midi-là, après une journée de clients et une transmission que j'avais parfaitement réglée, je me suis assise sur la marche avant et j'ai regardé les lumières gratter notre Porsche. À l'intérieur de la cuisine, la vieille tablette de Clément était posée sur le comptoir, en charge, une vieille habitude à lui de la garder branchée comme un talisman nerveux. Je me suis dit que je ne regarderais pas quand l'écran a clignoté avec une notification, que la curiosité était un piège. Mais l'aperçu du nom a glissé sur l'écran comme une bande de filmé a attiré le coin de mon œil. Je pensais pouvoir attendre. La partie la plus calme de moi, la partie sculptée et patiente, a décidé d'attendre. La partie plus bruyante, plus animale, celle qui compte les petits changements et construit un dossier à partir de miettes, s'est penchée en avant et a commencé à gagner. Mes mains sentaient encore légèrement la graisse quand j'ai pris la tablette. Le chiffon a laissé une trace sombre sur mon pouce, et la lumière de l'écran a donné à mon visage l'air d'une chose prise en photo, bidimensionnelle et exposée. Manon, disait l'aperçu, et en dessous, la nuit dernière me manque déjà. Cette robe était injuste. Les mots se lisaient comme un clou enfoncé dans un mur que je prétendais solide. Je me suis dit que je ne fouillerais pas, que certaines lignes ne devaient pas être franchies, mais je les déverrouillais. Pas de code, juste une complaisance négligente, et j'ai fait défiler. Il y avait des fils de messages qui n'auraient jamais dû être liés. Des selfies à l'hôtel dans un chalet au bord d'un lac avec le même sourire éclatant et insouciant que je ne reconnaissais autrefois que sur nos photos de mariage.
Des petits noms qui sonnaient étrangers venant de sa bouche. Il y avait une photo d'eux deux près d'une fenêtre de chalet, la lumière se déversant sur leurs épaules de la manière dont la lumière le fait quand les gens veulent paraître lumineux aux yeux de l'autre. Son sourire sur cette photo était facile. Le sien était le genre d'excitation vertigineuse que je n'avais pas vu diriger vers moi depuis des années. Un calme froid s'installa dans ma poitrine. Pas le martèlement de la colère, mais le sentiment plat et distant de quelque chose d'énorme qui se détache. Quand il est entré, valise à la main, il n'a pas semblé surpris que je l'ai trouvé. Il semblait presque avoir attendu. « Tu es ennuyeuse maintenant, Sarah ?» a-t-il dit, et cela a atterri comme une porte fermée sans cadre. « J'ai besoin de plus. » Il a jeté un mince dossier noir sur la table, le contrat de mariage plié comme une arme, et sa voix a gardé son calme clinique. « Je reste avec Manon jusqu'à ce que le divorce soit finalisé. » Ses yeux se détournèrent comme si les répliques répétées étaient plus faciles à tenir que de trouver de nouvelles excuses. Je n'ai pas discuté. J'ai ouvert le dossier parce que c'était ce qu'il voulait que je craigne. Des papiers qui me feraient partir sans rien, mais mes yeux ont accroché la clause 14, un paragraphe en jargon juridique qui refusait d'être méprisant. Si l'une ou l'autre des parties s'engage dans une relation extra-conjugale alors qu'elle est encore légalement mariée, la partie non fautive aura droit à 50% de la propriété des actifs commerciaux accumulés pendant le mariage. Il avait insisté sur ce contrat de mariage il y a des années, à l'époque où il s'en sortait à peine et que c'était moi qui rassemblais nos factures. Il avait appelé sa pratique à l'époque. Il n'avait pas imaginé qu'il finirait du mauvais côté de la clause même qu'il avait écrite. Pendant un moment, j'ai ri, un son laid et choqué qui s'est dissous en quelque chose de plus dur, la clarté. Clément s'attendait à ce que je m'effondre, à ce que je laisse tout derrière moi avec un bleu et du silence. Au lieu de cela, j'ai préparé un sac de sport avec des vêtements de travail de rechange, ma boîte à outils et une tasse qu'il n'utilisait jamais, et je suis allé chez mon frère à l'autre bout de la ville parce que j'avais besoin d'un lit qui ne se souvenait pas de son odeur. Cette nuit-là, j'ai dormi comme quelqu'un qui avait fermé la porte sur une longue dispute. Le lendemain matin, alors que l'air avait encore le piquant propre de l'automne, j'ai tapé et envoyé un seul SMS, j'ai pris mon visage ennuyeux et j'ai quitté ta maison chic. Profite. C'était petit, mesquin et vrai. Ensuite, j'ai commencé à faire des recherches sur le nom figurant sur le dossier, Maître Étienne Crozier, parce que s'il voulait que je parle à son avocat, très bien. Je me présenterai correctement. Je me suis lavé les mains jusqu'à ce que la graisse disparaisse et j'ai mis un pull qui cacherait les callosités et le petit tremblement que je sentais dans mes doigts. Je ne voulais pas de drame. Je voulais voir un homme réagir sans le tampon d'un écran. J'ai donc choisi la brasserie en bordure du centre-ville, la brasserie des Alpes, banquette en Moleskine. Du café qui ne prétendait jamais être artisanal. Je me suis assise près de la fenêtre où la pluie laissait des traînées et j'ai regardé les gens bouger comme des images dans un film auquel je n'appartenais plus. Quand Étienne Crozier s'est glissé sur la banquette, il se portait comme un homme qui avait appris à paraître imperturbable, cheveux parfaitement peignés, une veste de sport grise, une voix exercée au calme. Il a posé les questions habituelles sur le timing et les précédents, sur la façon dont un contrat de mariage se lit dans la pratique, et il avait ce demi-sourire professionnel qui le faisait paraître sympathique sans rien révéler. Je me suis présenté comme une cliente avec une situation compliquée. Sophie, ai-je dit, et je lui ai demandé comment il gérait les cas où la vie personnelle d'un partenaire déteignait sur les actifs de l'entreprise. Il a répondu par des hypothèses, le genre de réponse qui semblait avoir été stockée pour des décennies de visages similaires. Quand j'ai fait glisser le dossier sur la table, son expression n'a pas changé au début. Le dossier n'était pas dramatique. Une impression propre du contrat de mariage, des captures d'écran de messages nocturnes. Une photo de chalet avec deux personnes épaule contre épaule encadrées par la lumière du lac. Quelques reçus montrant des frais sur une carte commune. J'ai regardé le masque prudent qu'il portait, ce micro décalé. Il a ouvert le contrat de mariage, a scanné la clause 14, et sa mâchoire s'est serrée comme un fil comptant. Il a commencé à parler de conflit d'intérêts, de devoir envers un client, de l'éthique de la représentation. Il a joint ses mains comme pour se maintenir stable. Je l'ai laissé avoir ses mots, et puis j'ai dit très simplement, en fait, oui, je suis sa femme. Le stylo dans sa main a sursauté et est tombé sur la banquette, un petit bruit ridicule qui a ouvert la pièce à l'intérieur de ma tête. Pendant un moment, il n'a pu que me regarder, puis regarder les documents, puis me regarder à nouveau comme s'il essayait de concilier deux versions d'une vérité. Il a avoué qu'on lui avait raconté une version de la vie de Clément qui n'incluait pas la preuve vivante assise devant lui.
Il a admis qu'il n'avait pas connu l'étendue des messages, du chalet, des reçus. Il avait été engagé sur un récit que Clément lui avait servi. La façon dont il a dit « cela change tout » n'était pas théâtrale. C'était un constat comptable. Il a posé quelques questions techniques, le genre qui passait de la curiosité à l'alarme. Puis il a repoussé le dossier vers moi et a dit qu'il ne pouvait pas, en bonne conscience, continuer à représenter quelqu'un qui avait dissimulé des informations de cette nature. Il a parlé de récusation, de conflits et des conséquences professionnelles de la découverte d'une telle divergence. Et quand il est parti, il s'est excusé de la manière dont le font les professionnels, sèche et sans sentimentalisme. Je suis sorti de la brasserie le cœur battant, un étrange rythme léger, ravi, debout sur une corniche, mais aussi méfiante. Mon téléphone a vibré avec un nom que je connaissais trop bien. Clément avait laissé une série de messages vocaux qui passaient de la colère aux menaces, qui essayaient de paraître composés, mais échouaient. Il m'accusait de manipulation et disait que j'avais fait une erreur. Je suis resté assise longtemps sur le trottoir à regarder la vapeur de mon café s'enrouler dans la pluie. Et puis un homme de l'autre côté de la rue a attiré mon attention, quelqu'un qui avait travaillé pour Clément l'année dernière, et il m'a fait un petit signe de tête presque invisible avant de disparaître dans la foule. J'ai senti quelque chose changer. Le dossier avait fait son travail plus vite que je ne l'espérais. Les preuves, une fois montrées aux bons yeux, avaient l'habitude de se répandre. De retour au garage le lendemain matin, les bruits semblaient plus forts. Les clés s'entrechoquaient avec l'énergie nerveuse d'un endroit sur lequel les gens comptent. Un client régulier a posé une question sur des freins et a glissé une rumeur selon laquelle Clément aurait été vu à Lyon avec une femme correspondant au profil des photos. La rumeur était assise dans la pièce comme un boulon tombé qu'on ne pouvait ignorer. Mon téléphone s'est rempli de messages. J'ai ignoré les messages vocaux colériques du nouvel avocat. Un SMS laconique de Clément disant « C'est toi qui as commencé ça ». Il a appelé jusqu'à ce que ma messagerie l'avale tout entier. J'ai répondu une fois et n'ai entendu que des accusations et le ton cassant d'un homme essayant de réassembler son autorité. Puis j'ai reçu un appel de quelqu'un qui avait travaillé dans son entreprise, une voix que je reconnaissais à peine, disant que le conseil d'administration était en réunion d'urgence pour discuter d'un scandale éthique lié à leur PDG. J'ai senti l'étau se resserrer. Il ne s'agissait pas seulement de nous. C'était une machine qui se déroulait. Les jours se sont brouillés en une séquence de petites enquêtes. J'ai sorti les frais d'hôtel, vérifié les horodatages, tracé un itinéraire qui correspondait aux photos sur le téléphone. La nouvelle a voyagé à travers le réseau de la French Tech qu'un investisseur avait demandé une explication formelle. La panique fait agir les gens rapidement. Puis un message est arrivé avec une photo en pièce jointe. Manon portant un carton d'affaires personnelles hors d'un bureau, passant devant un logo que je connaissais trop bien. La légende anonyme disait « Elle ne veut pas être entraînée là-dedans ». Je n'ai ressenti aucune jubilation à ce moment-là, seulement la froide réalisation que l'échafaudage de Clément s'effondrait, et que ceux qui l'utilisaient comme soutien s'écartaient pour se sauver eux-mêmes. J'ai commencé à constituer mon propre dossier avec le soin de quelqu'un cataloguant des preuves pour une réclamation au-delà de la blessure, email, journaux de facturation, une copie d'un reçu ou une dépense d'entreprise avait été mal étiquetée. J'ai rencontré un avocat de mon choix et j'ai tout étalé comme quelqu'un pourrait poser des pierres en motif pour construire une fondation. Puis, un soir, un email est arrivé d'une adresse qui cachait son nom, objet, une seule phrase. Il y a des documents sur le serveur interne qui en montrent plus que vous ne le savez. Je l'ai ouvert et j'ai lu la première ligne avant qu'elle ne disparaisse comme si quelqu'un avait arraché une page de la table. Nous avons commencé cela pour l'exposer, signé par des initiales que je ne reconnaissais pas. Puis le message a expiré de ma boîte de réception comme si l'expéditeur avait eu des doutes. Pendant un instant, je me suis senti exposé et étrangement béni. L'idée que quelqu'un à l'intérieur du système avait choisi d'agir pour des raisons que je ne pouvais nommer. Je savais que le combat à venir ne serait ni net ni propre. Ce serait désordonné, public et douloureux, et je devrais décider quelle part de l'épave méritait d'être montrée. Mais je savais aussi que je n'attendais plus que quelqu'un me voie. J'avais commencé à rassembler les preuves qui rendraient la vision inévitable. Le premier email est arrivé comme un murmure dans la nuit, petit, presque insignifiant au début, mais indéniable. Une pièce jointe d'un expéditeur anonyme avec rien d'autre qu'une ligne d'objet qui a fait s'arrêter mon cœur, reçu. À l'intérieur se trouvait une transaction par carte d'entreprise d'un voyage dont je n'avais pas connaissance, une facture d'hôtel facturée au compte d'entreprise de Clément et un nom de femme, pas Manon. Ma première pensée fut l'incrédulité,
un sentiment fugace de trahison qui dansa sur ma peau comme de l'air froid. Mais plus je regardais, plus mon estomac se serrait. Ce n'était pas récent. Cela datait d'une époque que je pensais sûre, quand Clément et moi luttions et que je portais le poids de nos vies pendant qu'il poursuivait ses rêves de start-up technologique. Cette même année, j'avais tant sacrifié pour l'aider, aidant avec les factures, comblant les lacunes, croyant en son potentiel. Pendant tout ce temps, il avait été avec quelqu'un d'autre. La chronologie correspondait. C'était l'année où je le soutenais à travers ses moments les plus sombres. Et il avait partagé ces moments avec quelqu'un d'autre. La trahison n'était pas seulement une blessure fraîche. C'était un mensonge qui s'était étiré sur des années, se construisant en couches que je n'avais jamais vues. Je me suis assise sur le bord du canapé, le poids de la vérité s'enfonçant plus profondément que n'importe quelle coupure que Clément m'avait jamais infligée. Ce n'était pas seulement une question d'infidélité. Il s'agissait d'années de tromperie sur les choses que j'avais travaillé à construire avec lui. Maintenant complètement brisé par une vérité que je n'avais pas été capable de voir. J'ai regardé fixement la photo jointe au reçu. Clément, une version plus jeune de lui-même, debout devant un chalet, un sourire sur son visage que je n'avais jamais vu diriger vers moi. Son bras était autour d'elle tout comme il avait été autour du mien dans ses premières années. Mais la différence maintenant était que je savais au fond de moi que le sourire n'était pas pour moi. La réponse de Clément fut exactement ce à quoi je m'attendais. Une tempête de feux d'accusations et de menaces inondant ma boîte de réception. Il était en colère, disant que j'aggravais tout, que je n'avais aucun droit d'envahir sa vie privée comme je l'avais fait. L'ironie de ces paroles ne m'a pas échappé. J'étais censé être celle qui avait violé le caractère sacré de la vie privée. C'était lui qui avait franchi les lignes et m'avait caché des choses pendant des années. Je n'ai répondu à rien de tout cela. Au lieu de cela, j'ai pris ce que j'avais, les reçus, les journaux d'hôtel, les emails, et j'ai rencontré mon avocat. J'ai tout étalé sur la table, des moments volés aux documents que j'avais accumulés. Les mots de mon avocat furent simples mais clairs. Ces documents suffisent à renverser l'affaire. Pour la première fois depuis que tout ce gâchis avait commencé, j'ai eu l'impression de ne plus jouer en défense. J'étais à l'attaque. La chose suivante qui s'est produite m'a encore plus secoué. Les reçus du chalet que j'avais découvert étaient plus qu'une simple trahison personnelle. Ils révélaient quelque chose d'encore pire. Clément avait utilisé des fonds de l'entreprise pour payer ce voyage. En classifiant mal les dépenses comme liées aux affaires afin de dissimuler la vérité. Ce n'était pas seulement une rupture de notre mariage. C'était une rupture de la confiance de l'entreprise. C'était une violation de la politique de l'entreprise. Et mon avocat n'a pas tardé à souligner que si cela était rendu public, cela aurait des répercussions immédiates. Si le conseil d'administration de son entreprise avait vent de cela, cela pourrait lui coûter sa carrière. Je suis resté assise là, regardant les preuves étalées devant moi, ressentant un étrange mélange de peur et de libération. Clément ne s'effondrait pas seulement en tant que mari. Il s'effondrait en tant qu'homme d'affaires. En tant que PDG d'une entreprise que j'avais autrefois soutenue, j'avais voulu garder tout cela civil, trouver une issue qui ne blesserait personne trop gravement. Mais maintenant je voyais ce qu'il m'avait fait, à moi et aux gens qui lui faisaient confiance. Ce n'était plus seulement un mariage qui était en jeu. C'était tout. Au moment où j'ai reçu l'appel de mon avocat me disant que le conseil voulait me rencontrer directement, je savais que la prochaine étape de cette bataille serait plus grande que tout ce que j'avais anticipé. Il voulait entendre ma version pour comprendre l'étendue des dégâts, et je pouvais déjà sentir le poids de cela peser sur moi. Le fait est que je n'avais plus peur. C'était allé trop loin pour que je fasse marche arrière. La réunion avec le conseil d'administration a été comme entrer dans une tempête. La pièce était silencieuse quand je suis entré et tous les yeux étaient sur moi comme si j'étais une chose qu'ils ne pouvaient pas tout à fait comprendre. Je m'étais attendu à un combat, mais je ne m'étais pas attendu à me sentir si distante de tout. Ils avaient déjà vu certaines des preuves, mais entendre tout cela exposé devant eux, entendre toute l'étendue des actions de Clément a rendu l'air épais de tension. Sa réputation avait été méticuleusement construite, et elle s'effondrait aux coutures. J'ai gardé ma voix égale alors que j'expliquais le contrat de mariage, détaillant la clause qui avait été cachée à la vue de tous. J'ai décrit comment Clément avait menti, non seulement à moi, mais à ses propres investisseurs, utilisant les fonds de l'entreprise pour dissimuler ses erreurs personnelles. Les membres du conseil étaient visiblement choqués. Je pouvais les voir échanger des regards, des murmures d'incrédulité parcourant la pièce. Mais ensuite, un membre du conseil,
quelqu'un que je ne m'attendais pas à voir si vocal, a révélé quelque chose qui a fait s'emballer mon cœur. Clément avait déjà été averti pour mauvaise utilisation de l'entreprise, du temps et des ressources. On lui avait dit de se concentrer sur l'entreprise, de rester loin des distractions personnelles, mais il l'avait ignoré. Et ce n'était pas la première fois qu'il amenait des problèmes personnels sur le lieu de travail. La réalisation m'a frappé de plein fouet. Cela avait été un modèle, pas une erreur ponctuelle. Alors que la réunion continuait, j'ai reçu un message de Manon. Elle m'avait envoyé un SMS qui m'a tordu l'estomac. Je ne savais pas que ça finirait comme ça. Ne m'entraîne pas là-dedans. Les implications étaient claires. Clément l'avait utilisée comme bouclier, rejetant la faute sur elle. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'est qu'elle ne voulait pas être impliquée, pas quand tout s'effondrait autour d'elle. Je ne pouvais m'empêcher de me demander si elle avait jamais connu toute l'étendue des mensonges de Clément ou si elle avait été aussi aveuglée que moi. Juste au moment où la réunion semblait toucher à sa fin, quelque chose d'étrange s'est produit. J'ai remarqué qu'un email de la source anonyme, celui que j'attendais, avait disparu de ma boîte de réception. J'ai vérifié ma corbeille, mon dossier spam, tout. Il avait disparu. Mon avocat l'a immédiatement signalé comme suspect. Il soupçonnait que quelqu'un au sein du conseil manipulait les documents, essayant de contrôler le récit avant qu'il ne soit trop tard. Clément n'avait pas encore fini. Il est venu au garage à l'improviste, désespéré. Il n'a pas dit grand-chose au début, il est juste resté là, l'air d'avoir abandonné. Mais ensuite il a parlé, sa voix tremblant de colère. « Si tu n'arrêtes pas, je t'entraînerai dans ma chute. Je sais qui t'envoie ces emails. Tu fais une erreur. Tu ruines tout. » Les mots étaient des menaces vides, mais ils piquaient encore. En le regardant, j'ai réalisé que l'homme qui avait été mon partenaire, l'homme que j'avais aimé et avec qui j'avais construit, avait disparu. Tout ce qu'il restait était une coquille vide essayant de s'accrocher à tout pouvoir possible. Et puis ça m'a frappé. J'ai parcouru mes emails à nouveau, cette fois en me concentrant sur les métadonnées, le motif étrange dans l'adresse IP. C'était la marque d'un ancien employé, quelqu'un qui avait été licencié pour avoir remis en question le leadership de Clément, un ancien programmeur qui avait été accusé de déloyauté. Cette personne avait toutes les raisons de détester Clément. Ils avaient choisi de rester anonymes, mais ils m'avaient choisi pour porter la vérité. Maintenant, je devais faire un choix, exposer l'homme qui avait fait de moi ce que j'étais ou protéger la seule personne qui avait tendu la main dans l'ombre. Ce que je savais pour sûr, c'était ceci, il n'y avait pas de retour en arrière. Ce n'était plus seulement un divorce. C'était l'effondrement de tout ce que Clément avait construit et maintenant j'étais celle qui restait pour ramasser les morceaux. Allais-je le laisser brûler ou allais-je me permettre de partir indemne? Le poids de tout cela commençait à sembler plus lourd à chaque minute qui passait, mais je savais que je n'étais pas responsable des flammes. Elles étaient son œuvre, et j'étais simplement celle qui les porterait à la lumière. Je suis arrivé à la salle de réunion avec un sentiment d'inévitabilité pesant sur moi comme le bourdonnement silencieux d'une tempête se rassemblant juste au-delà de l'horizon. La salle du conseil était stérile, bois poli et vert, avec la lumière des fenêtres jetant une lueur froide et clinique sur les visages des gens qui avaient autrefois fait confiance à Clément. Il n'y avait aucune chaleur dans l'air, juste de la tension, le genre qui rendait ma peau tendue. C'était comme si tout le monde attendait qu'une bombe tombe, et que je tenais le détonateur. Les questions ont commencé immédiatement, tranchantes et cliniques, ne prenant même plus la peine d'être polies. La première voix m'a demandé de les guider à travers les détails de l'affaire, l'utilisation des fonds de l'entreprise pour des affaires personnelles et les preuves que j'avais rassemblées. J'ai tout étalé calmement, la chronologie, les reçus, les messages. Il n'y avait pas besoin d'enjoliver. La vérité suffisait à rendre la pièce silencieuse. Je pouvais sentir l'air changer, comme s'il voyait Clément à travers un objectif différent, un qui n'était pas filtré par son charme et la réputation qu'il avait soigneusement construite. Et puis il est entré. Clément est entré en retard. Son air habituel de confiance remplacé par quelque chose de déchiqueté et décousu. Son costume était plus débraillé que d'habitude, les rides sur son visage plus profondes, comme si le poids des dernières semaines s'était installé dans ses os. La première chose qu'il a faite a été d'essayer de détourner l'attention. Il s'est tourné vers le conseil, m'accusant d'essayer de ruiner sa réputation par vengeance personnelle. Sa voix tremblait, mais la colère était toujours là, essayant de se frayer un chemin vers la surface. Pendant qu'il parlait, je sentais le gouffre entre nous grandir. Je ne regardais plus mon mari. Je regardais un étranger, quelqu'un qui avait menti,
manipulé et trompé, moi et tout le monde, en faisant croire qu'il était quelqu'un qu'il n'était pas. Et puis sont venues les accusations. Il a prétendu que j'avais violé sa vie privée, que j'avais d'une manière ou d'une autre accédé à ses communications privées et divulgué des secrets d'entreprise. Ces mots étaient vides, désespérés. Je pouvais le voir se démener pour reprendre le contrôle, mais plus il parlait, moins je le croyais. Sa voix avait cette résonance creuse qu'on entend quand quelqu'un sait qu'il a déjà perdu. La pièce retomba dans le silence. Le conseil commença à murmurer, et je sus qu'il ne l'écoutait plus. Il m'écoutait. Le moment suivant brisa toute illusion fragile à laquelle Clément s'était accroché. Le responsable informatique, qui avait été convoqué pour expliquer les divergences dans les communications de Clément, confirma ce que je savais déjà. Les fuites ne venaient pas de moi. Les informations avaient été extraites par un ancien employé mécontent, quelqu'un que Clément avait licencié pour avoir remis en question son leadership. La confirmation était accablante, et le visage de Clément se tordit d'incrédulité. Ce n'était plus seulement l'affaire. C'était tout. Les mensonges, la tromperie, la manipulation non seulement de ses relations personnelles, mais aussi professionnelles. Les murs autour de lui s'effondraient en temps réel. Puis vinrent les finances. L'un des membres du conseil présenta les reçus du chalet montrant comment Clément avait mal classifié des dépenses personnelles en dépenses professionnelles. Encore une fois, utilisant les fonds de l'entreprise pour un gain personnel. Ce n'était pas seulement une liaison. C'était de la fraude. J'ai regardé le visage de Clément devenir pâle, ses mains tremblantes. Il n'a rien dit. Il ne pouvait pas. La pièce semblait se refermer sur lui. Mais je suis resté immobile, regardant l'homme que j'avais connu comme mon partenaire devenir plus petit, plus insignifiant. Et puis, juste au moment où je pensais que cela ne pouvait pas être pire pour lui, l'un des membres du conseil a présenté une vidéo anonyme. Elle montrait Clément faisant pression sur un employé pour falsifier des documents financiers. La caméra l'avait capturé, ses mains s'agitant de désespoir alors qu'il exigeait que les chiffres soient changés. La vidéo était brute, sans concession. Il n'y avait aucun moyen pour Clément de la tourner à son avantage. Plus aucun mot pour se défendre. Tout son empire bâti sur des demi-vérités et la manipulation s'effondrait devant tout le monde. La pièce devint immobile. Tout le monde savait, même Clément, que c'était fini. Mais il a quand même essayé, a quand même cherché quelque chose, n'importe quoi, pour sauver sa réputation. Il s'est tourné vers moi, ses yeux implorant la pitié, pour que je répare cela, pour aplanir les choses. Il m'a supplié de retirer les preuves, de dire au conseil que tout n'avait été qu'un malentendu. Il n'y avait plus de colère dans sa voix maintenant, seulement du désespoir. Et je suis juste resté là, regardant les morceaux de l'homme que j'avais aimé s'effacer en arrière-plan. Je n'ai rien dit. Je n'en avais pas besoin. Je l'ai juste regardé. Et pour la première fois depuis longtemps, je l'ai vu pour ce qu'il était vraiment. Pas l'homme que j'avais épousé, pas l'homme avec qui j'avais construit une vie, mais un homme qui avait trahi non seulement moi, mais tous ceux qui lui avaient fait confiance. Je n'avais pas besoin de le traîner plus loin dans la boue. Il y était déjà. La décision du conseil fut rapide. Clément a été placé en congé indéterminé, dans l'attente d'un audit interne et d'un examen de son rôle au sein de l'entreprise. Il ne tolérerait aucun autre dommage à la réputation de l'entreprise. En quittant la salle du conseil, je n'ai pu m'empêcher de ressentir un étrange sentiment de libération. C'était fini. Pour la première fois, je me sentais libre. La salle d'audience était plus calme que la salle du conseil, mais la tension était palpable. Les enjeux étaient différents maintenant. Il ne s'agissait plus de la réputation de Clément devant des collègues. C'était personnel, légal, définitif. Le contrat de mariage a été présenté, la clause 14, soulignée dans un détail saisissant. La liaison, la mauvaise gestion financière, l'abus de confiance. Tout a été exposé devant un juge qui écoutait attentivement alors que j'expliquais comment Clément avait utilisé sa position pour exploiter le système qui était censé nous soutenir tous les deux. Je ne me sentais pas vengée. Je ne me sentais pas triomphante. Je me sentais juste plus légère. Le poids des derniers mois, des mois de colère et de confusion, se levait enfin. La décision du juge fut claire. Je recevrais 50% des parts de Clément dans l'entreprise, et il serait tenu de payer des dommages et intérêts pour détresse émotionnelle et frais juridiques. Ce n'était pas une victoire que j'avais imaginée. Ce n'était pas un gain que j'avais envisagé, mais c'était suffisant. La validation n'était pas dans l'argent.
Elle était dans la reconnaissance de ce qui s'était passé, de ce qu'il avait fait et de ce que j'avais été forcé d'endurer. Alors que la procédure se concluait, j'ai regardé Clément. Son visage était pâle, ses mains tremblaient encore. Son monde s'effondrait, et j'ai réalisé que je n'en étais pas responsable. Ce n'était pas moi qui avais construit cela. C'était lui. Il avait bâti son empire sur des mensonges, sur la manipulation, sur la tricherie et en pliant la vérité pour répondre à ses besoins. Et maintenant, cet empire s'effondrait sous lui. Par la suite, Clément a été forcé de quitter l'entreprise. Les investisseurs se sont retirés un par un et son nom a commencé à disparaître des communiqués de presse. Un nouveau PDG a été nommé et l'entreprise a commencé à se reconstruire sans lui. Quant à moi, j'ai tourné mon attention vers mon avenir. J'ai vendu mes parts et l'entreprise a engagé une firme pour gérer le produit de la vente et en utiliser une partie pour agrandir mon garage. Pour la première fois depuis longtemps, je n'étais plus attaché aux rêves de quelqu'un d'autre. J'avais les miens maintenant. Ma vie était à moi de construire et je n'avais plus à regarder par-dessus mon épaule. Des mois ont passé. J'ai trouvé la paix dans mon travail, dans les moments calmes de ma nouvelle routine. J'ai passé plus de temps avec ma famille, avec mes amis. J'ai commencé de nouveaux passe-temps, des choses que j'avais mises de côté quand j'étais occupé à jouer le rôle de l'épouse de soutien, celle qui passait toujours après ses besoins. Un jour, alors que j'étais assise dans un café près du garage, sirotant mon café, j'ai vu Clément. Il était assis seul, regardant par la fenêtre comme s'il cherchait quelque chose. Je ne l'avais pas vu depuis des mois, et sa vue, vaincue, vidée, était presque méconnaissable. Il a levé les yeux, ses yeux croisant les miens. Pendant un moment, nous sommes restés là, mesurant silencieusement l'espace entre nous. Il a finalement parlé, sa voix basse. « Penses-tu parfois à ce que nous avions ?» Je l'ai regardé, vraiment regardé, et pour la première fois depuis que tout s'était défait, je n'ai rien ressenti. « Bien sûr, ai-je dit. Mais je suis contente que ce soit fini. » Il a hoché la tête, un sourire calme et résigné tirant les coins de ses lèvres. « Je ne m'attendais pas à ce que tu dises ça. Je ne suis plus la même personne que j'étais. » Je lui ai dit, « Toi non plus. » Et sur ce, je me suis levé, le laissant derrière dans ce petit café, dans ce moment que nous avions autrefois partagé. Je suis sorti dans le monde, libre des ombres de l'homme que j'avais aimé. Et pour la première fois, j'ai senti le poids se lever complètement. Ma vie était à nouveau mienne. Et c'était tout ce que j'avais besoin de savoir. La fin de ce voyage n'a pas ressemblé à une victoire. Il ne s'agissait pas de gagner ou de perdre. Il s'agissait de ce que j'avais appris et de la personne que j'étais devenue. Pendant si longtemps, j'avais cru que ma valeur était liée au fait d'être une bonne épouse, de soutenir les rêves de quelqu'un d'autre. J'ai mis tout ce que j'avais dans la vision de Clément. Et en faisant cela, je me suis perdu. Je lui ai permis de définir qui j'étais. Quand ces mensonges ont commencé à se défaire, je n'ai pas seulement perdu la vie que je pensais avoir. J'ai perdu la personne que je pensais être. Mais alors que tout s'effondrait, quelque chose d'autre se construisait. Ce n'était pas facile et ce n'était pas rapide. Mais je me suis reconstruit pièce par pièce. Je ne suis pas sorti de la plus forte juste parce que j'avais des preuves pour riposter. Je suis sorti plus forte parce que j'ai réalisé que je n'avais plus besoin de personne pour me définir. Je n'avais pas besoin de l'approbation de Clément ou de celle de quiconque pour savoir que j'avais de la valeur. La vérité, aussi douloureuse soit-elle, m'a libéré. Non seulement de lui, mais de mes propres peurs d'être seul, d'être indigne. Le poids qui me définissait autrefois a été levé, et pour la première fois depuis des années, je pouvais respirer sans sentir la pression des erreurs de quelqu'un d'autre peser sur moi. La route à venir est encore incertaine, mais je n'ai plus peur. Je pensais avoir besoin de quelqu'un pour me compléter, mais maintenant je sais que je suis déjà entière. J'ai appris que le plus dur n'est pas la chute. C'est de se relever. Et je l'ai fait. Je me suis battu pour ma paix, pour ma liberté, et maintenant je me bats pour la vie que je veux vivre. Je ne prétendrai pas que c'est facile, et je ne prétendrai pas que je n'ai pas encore des moments de doute. Mais j'ai appris à me tenir droite même quand le monde autour de moi semble s'effondrer. La vie vous lancera des défis, et parfois vous aurez l'impression de tout perdre. Mais la vérité est que vous ne pouvez pas vous perdre dans le processus, et vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Si mon histoire résonne en vous, si vous avez déjà eu l'impression d'être piégé dans la vie de quelqu'un d'autre, sachez que vous n'êtes pas obligé d'y rester. Vous avez le pouvoir de choisir votre chemin. Ce ne sera pas parfait,
mais ce sera le vôtre. Alors, si vous avez l'impression de vous accrocher à quelque chose depuis trop longtemps, il est temps de lâcher prise. Le meilleur est à venir. Merci d'avoir parcouru ce chemin avec moi. Si vous voulez en entendre plus sur mon voyage, sur les leçons que j'ai apprises, abonnez-vous et rejoignez-moi. Continuons à avancer ensemble. Vous n'êtes pas seul là-dedans.